ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite après le titre. Arrestation de Salomon Kalonda, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi à l'aéroport de Djili. Que lui reproche-t-on? Où a-t-il été emmené? Les détails à suivre dans ce journal. Les forces armées de la RDC alertent sur l'installation d'un quartier général de l'armée rwandaise et du M23 dans des localités sous contrôle des troupes kenyanes des l'EAC. Une mise au point à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le FRDC alerte sur l'installation d'un quartier général de l'armée rwandaise et du M23 à Kibumba et Rugari, localités qui sont pourtant sous contrôle de troupes kenyanes de l'EAC. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de... Direction le Parlement pour parler du cas du député Daniel Safou. L'Assemblée nationale met une commission ad hoc en place pour examiner ce dossier. Il lui est reproché d'avoir tenu de propos incitant à la haine tribale et de faits infractionnels. Résolution numéro CAB, barre P, barre AN, barre MNPC, barre 2023. Portant mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'auditionner l'honorable Safou Moutié Mouni Daniel pour des propos incitant à la haine tribale et à la commission des faits infractionnels. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du lundi 29 2023, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 100, 111, 112 et 115, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 8, 22, 24, 25, 48, 69, 95 et 121, alinéa 2, considéra qu'à la suite d'une motion soulevée lors de la séance plénière du 29 mai 2023 par l'honorable Moukeba Mfouta Albert David, député national, faisant état des propos incitant à la haine tribale et à la commission des faits infractionnels, acte contraire à l'honneur, à la dignité des fonctions de député national, ainsi qu'à l'image des marques de l'Assemblée nationale. Tenu sur le plateau de la chaîne TV CML,
13 par son collègue Nsafou Bouchemouna Daniel et relayé sur les réseaux sociaux. Considérant que lors de son exposé, l'honorable Mouké Balbert David a rappelé que le député mis en cause avait tenu en public, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois de novembre 2022, des propos obscènes à l'endroit d'un compatriote, lesquels propos sont également contraires à l'honneur, à la dignité des fonctions de député national, ainsi qu'à l'image des marques de l'Assemblée nationale. Considérant les comportements récidivistes de l'honorable Nsafou Daniel, considérant la gravité et les caractères flagrants des faits lui reprochés, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er, il est mis en place une commission spéciale et temporaire chargée d'auditionner l'honorable Nsafou Daniel. Article 2, la commission spéciale et temporaire est composée de 20 membres, nommés par le président de l'Assemblée nationale sur proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits. Elle est assistée des experts des cabinets et de l'administration de l'Assemblée nationale dûment désignés par le président de l'Assemblée nationale. Article 3. La commission spéciale et temporaire dispose de la journée du 29 mai 2023 pour réaliser sa mission et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, alors qu'il s'apprêtait de prendre le vol pour Lubumbashi ce mardi matin, le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Ididela, a été enlevé au tarmac de l'aéroport international de Njili par des éléments habillés en uniforme de FARDC et amené à une destination inconnue jusqu'à présent. À cet effet, son parti politique, Ensemble pour la République, a réagi par l'entremise de son secrétaire général Dieudonné Bolengeteng Balea, tout en dénonçant un enlèvement crapuleux et exige sa libération immédiate et sans condition du haut représentant pour la région du Grand Kivu, Salomon Kalonda Ididela, en l'écoutant. Nous portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que ce mardi 30 mai 2023, en fin de matinée, le membre du comité directeur de notre parti, Ensemble pour la République, en l'occurrence M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général en charge des stratégies, des questions politiques et électorales et haut représentant pour la région du Grand Kivu, a été enlevé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili par des éléments lourdement armés aux uniformes de la garde républicaine au moment où il s'apprêtait à monter dans un avion à destination de Lubumbashi aux côtés du président national Moïse Katumbi Chapwe, et c'est là une destination inconnue. Nous rappelons à tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la Constitution, la loi mère de notre pays. Les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à bafouer. Nous soulignons que plusieurs actes de vexation et de violence sont dirigés contre notre parti Ensemble pour la République sans qu'aucune justification légale les permette, des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place. À titre illustratif, les attaques à répétition de nos militants et des installations de sièges de notre organisation politique, tant en province qu'ici dans la capitale. Les refus en date du 7 février 2023 d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. Le 17 février 2023, des brigands inféodés au pouvoir, munis d'armes blanches, ont attaqué les militants et cadres de notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre de notre parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. La répression brutale, le 20 mai dernier, de la marche de l'opposition à Kinshasa par des unités mixtes composées de la police nationale et de la milice privée du parti présidentiel UDPS.
l'interdiction abusive d'un sit-in devant la CENI le 25 mai dernier. Nul n'ignore que la violence s'aggrave en RDC en raison d'une gouvernance chaotique des affaires publiques, caractérisée notamment par des appétits de jouissance des dirigeants, la corruption et l'impunité généralisée qui ont fini par gangréner même toutes les articulations du système national de défense. Et les dirigeants du pays semblent vouloir poursuivre leur occupation du pouvoir d'État par la fraude, l'arbitraire et la diffusion de la peur par la violence organisée. Même sur le tarmac du plus prestigieux aéroport de la capitale, nos propres forces de sécurité devenant source d'insécurité, la RDC va à la dérive et au chaos. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement crapulé de M. Salomon Kalonji, un haut cadre d'Ensemble pour la République, ainsi que toutes les malveillances dont les autorités semblent alimenter les climats politiques déjà délétères dans notre pays. Nous invitons le peuple congolais à bien s'approprier, en vue d'une mobilisation générale qui devient inévitable, l'article 64 de la Constitution, qui reconnaît à chaque citoyen de ce pays le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Signalons par ailleurs que Moïse Katumbi a pris son vol pour Lubumbashi afin de poursuivre son programme tel qu'établi et laisse le secrétaire général à Kinshasa poursuivre le dossier Salomon Kalonji. Poursuivons ce journal avec Jean-Pierre Liaou qui réintègre l'UDPS. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique préfère réintégrer le parti fondé par son père et les autres 13 parlementaires, quittant ainsi le PPRD de Joseph Kabila. Alors que le parti est en train d'aller de conquête en conquête grâce à son brillant secrétaire général Augustin Kabouya, le nombre d'adhérents ne fait qu'accroître d'une part. D'autre part, pour Jean-Pierre Liaou, actuel vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, c'est un retour au bercail d'un fils de l'un des pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est dimanche 28 mai, c'est sa cellule de base, Coin au sein de la Fédération des Lukunga, qui a eu le mérite de prendre acte de sa réintégration. Une occasion pour le président cellulaire de saluer lors de ce mot la restitution du pouvoir à la base, une des réalisations à l'actif de Augustin Kabouya comme secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, le pouvoir de la base est restauré d'une nouvelle européenne. La base se sent considérée et vous réitère son attachement sans pareil. Réintégrant l'UDPS, le fils Liaou voudrait notamment augmenter les chances de la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême en vue de la concrétisation du rêve de père fondateur. Ce choix, je l'ai opéré en âme et conscience et en toute liberté. Aujourd'hui, c'est un fils UDPS qui est à la tête du pays. C'est sur ses épaules que repose l'avenir de la nation. C'est lui qui a la charge de tout faire pour matérialiser 40 ans de lutte de ces grands partis que certains veulent liquider. Nous disons qu'avec l'aide de Dieu et du peuple, le travail annoncé par Fachi va se poursuivre demain, après les élections. Non seulement il y aura son deuxième mandat, mais cette fois-ci, ça sera avec une majorité parlementaire qui sera acquise par l'UDPS. Tout de même, Jean-Pierre Liaou promet d'œuvrer aux côtés de son chef hiérarchique, Augustin Kabouya, afin que le standard du parti soit toujours hissé haut. Je prends ici l'engagement d'œuvrer sans relâche aux côtés du secrétaire général et de tous les responsables du parti afin que l'étendard de notre cher parti soit hissé davantage haut.
Ayant pris parole en dernière position, Augustin Kabouya a, après avoir salué ses retours à la maison du fils de l'un des pères fondateurs de l'UDPS, recadré ceux qui tentent de dénaturer sa communication lorsqu'il a réclamé auprès de la communauté internationale des sanctions contre Moïse Katumbi à cause des propos de ses lieutenants incitant à la haine tribale, selon qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mon message va tout droit dans le cadre de l'unité nationale. Je n'ai pas vu à l'époque où Mobutu était président de ce pays, les gens en train de dresser tout le monde contre les Bengales. Je n'ai pas vu un seul instant, quand Laurent Désiré Kabila dirigeait ce pays, les gens se tenaient debout pour dresser tout le monde contre les Bassoïs. Mais en vérité de quoi, aujourd'hui, un député national, un honorable, Daniel Safa, un député provincial, Mike Nkeba, ils peuvent développer ce discours pour dresser toutes les tribus contre une seule tribu. Au lieu de condamner ça, ils viennent encore pour justifier. Ce n'est qu'après cette étape que le patron de l'administration de l'UDPS s'est rendu à l'aéroport international de Njili. À la tête d'une forte délégation du parti, Augustin Kabouya devrait répondre à l'invitation du parti ANC à l'Afrique du Sud. Dans ce journal, lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires en RDC par le ministre des tutelles Tony Mwaba en présence du vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe qui a représenté le premier ministre Samalou Kondé. La dite cérémonie a eu lieu lundi 29 mai à Kinshasa. C'est une innovation de haute facture pour le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique que vient d'inaugurer le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, représentant le premier ministre ce lundi 29 mai, puisque pour la première fois, le secteur vient de se doter d'une plateforme de géolocalisation numérique des établissements scolaires, réalisation signée le professeur Tony Mwaba Kazadi. Pour la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. À ce jour, l'accès aux services rendus à l'enseignant se fait à travers la plateforme www.secoprdc.com. Ceci peut être considéré, sans fausse modestie, comme une grande et courageuse réforme dans le sous-secteur. Et qui va résoudre bien des problèmes, se félicite ce dernier. Il s'agit d'un procédé électronique permettant de positionner ou localiser avec précision le lieu d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos, assorties de leurs informations administratives. Pour votre gouvernement, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays que notre ministère dispose, grâce à cet outil, de la première carte scolaire numérique. Avec cette nouveauté, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique se met au goût du jour et fait du numérique un outil incontournable de gouvernance pour lutter contre les antivaleurs qui avaient élu domicile dans ce secteur. Ceci va sans doute augmenter la performance non seulement des ministères et ses différents services, mais aussi la performance des enseignants et de tout le personnel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cela s'ajoute à une panoplie d'autres actions d'envergure réalisées au cours de derniers mois par le ministre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et qui constituent des avancées notables vers la réforme complète du secteur, reconnaît le vice-premier ministre Vital Kamerhe. Voilà ce que le président de la République veut faire de ce pays. Pas de paroles en l'air.
Ici, nous vivons une démonstration d'une réalisation qui manquait énormément à l'administration de notre pays. Que ceux qui ont des critiques, qu'elles soient constructives. Le ministre l'a dit, c'est un processus qui va continuer et qui arrivera, j'en suis sûr, à maturation avant longtemps. Pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord 1 mètre. Et vous venez d'en faire déjà 700. C'est donc la consécration d'un travail d'arrache-pied mené par les équipes du ministère de l'EPST pour que le pays puisse acquérir finalement un outil de précision sur le nombre d'écoles, tant publiques que privées, et leur localisation pour permettre une gestion optimale de ces secteurs prioritaires du quinquennat. Tshisekedi. Pénurie du maïs dans le Haut-Katanga, on en parle encore. De mesures additives ont été ajoutées à l'accord du 6 mai dernier en vue de rendre effective la reprise de la fluidité dans l'importation de la farine et grains de maïs zambien. C'est ce qui ressort de la mission officielle effectuée par Vital Kamerhe, ministre de l'économie à Lusaka. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures du gouvernement central pour mettre fin à la crise de farine de maïs dans les Grands Katanga et les Grands Kasaï, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe vient de séjourner pour une seconde fois à Lusaka en Zambie afin d'évaluer avec les autorités zambiennes les mesures additives pouvant faciliter définitivement l'importation de la farine et des grains de maïs. Réunis à Lusaka le vendredi 26 mai dans une longue réunion, le gouvernement congolais et le gouvernement zambien ont conclu leurs échanges par la signature d'un communiqué conjoint dont la primeur est réservée au chef de l'État et au Premier ministre. Notez que la partie zambienne était composée du ministre de l'Agriculture, celui de l'économie accompagné de leurs secrétaires généraux ainsi que des experts du gouvernement. Du côté congolais, les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe étaient entourés des experts des différents ministères concernés, notamment les ministères du commerce extérieur. Restons dans le Haut-Katanga pour parler à présent de la remise à niveau d'une centaine de cadres et agents de la DGM au Katanga à l'école du savoir pour améliorer leurs prestations. Et le ministre provincial de Finances, John Mouloba, a représenté le gouverneur. Ils sont plus d'une centaine à l'école du savoir, ces officiers d'immigration de la Direction générale d'immigration du Haut-Katanga. Activité organisée sous l'égide du directeur général de la Direction générale de migration, Rola Kachouantale, dont son leitmotiv, remettre à niveau les officiers de migration du Haut-Katanga par rapport à l'évolution de la science et combler les lacunes constatées dans leur chef lors de leurs prestations sur terrain. Au nom du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, c'est son ministre des Finances John Mouloba Kitongue qui a lancé ses assises. Pour le directeur provincial de la DGM au Katanga, l'occasion était pour lui de témoigner sa gratitude au numéro 1 de la DGM Rola Kachouantale, qui a toujours milité pour un bon encadrement des officiers d'immigration et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Didier Iwondo a dit également sa reconnaissance au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué pour sa collaboration et l'accompagnement que son service est bénéficiaire. C'est ici l'occasion pour moi de remercier vivement Monsieur le directeur général de la DGM pour son souci permanent de la formation et l'équipement des officiers de migration d'un côté et de l'autre côté l'amélioration de leurs conditions sociales pour que les officiers de migration soient effectivement un esprit sain dans un corps sain, comme le dit un adage. Il serait également d'un oubli coupable de ma part que de ne pas faire mention de l'accompagnement que le service bénéficie auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui n'a jamais lésiné sur les moyens et s'est toujours montré promptement disponible à chaque sollicitude de la DGM. Le représentant du gouverneur de province et ministre provincial des Finances, John Mouloba Kitongue, a exhorté ses officiers d'immigration de la DGM à la suidité afin de donner le meilleur résultat. Je pense qu'être formé, c'est bien. C'est un changement vers les meilleurs. Et je comprends bien que la DGM se veut toujours une institution qui soit traitée la meilleure. Pourquoi les soucis de ces séances de formation, de renforcement de capacité?
Pour ce faire, je voudrais inviter tous ceux qui vont bénéficier de cette formation de bien l'assimiler comme l'a dit votre directeur et que réellement soit prise en compte dans les différentes affectations qui vont s'en suivre. Ainsi, on aura des meilleurs agents de la DGM qui feront la fierté aux étrangers qui viendront dans notre pays. Débuté ce lundi 29 mai 2023, cet atelier qui durera 15 jours sera sanctionné par une évaluation sans complaisance de tous les officiers des migrations de la Direction générale de migration du Haut-Katanga. Direction à présent la province de Lomami. Le cabinet du gouverneur Nathan Ilunga a fait une mise au point sur plusieurs sujets dont le numéro 1 de la province est victime, notamment la pénurie d'eau potable à Cabinda et la prétendue participation de l'épouse au congrès d'Ensemble pour la République. Retour en image. Alors que depuis son accession à la tête de la province, son Excellence Monsieur le gouverneur Nathan Ilunga Numbi, avec son gouvernement, s'emploie à la maximisation des recettes provinciales, à l'application stricte et rigoureuse des lois de finances publiques en vue d'une gestion saine des ressources de la province, à entreprendre de démarches auprès des investisseurs et à mener des lobbying payants auprès du pouvoir central pour poser tant soit peu de jalons de l'émergence de la province de Lomami, les ennemis et autres jaloux de Lomami, téléguidés par les politiciens en perte de considération de la population, multiplient de messages dans les réseaux sociaux pour mener des attaques de bas niveau à l'endroit des autorités provinciales et appeler la population à des manifestations sans motif alors que cette dernière est déjà éveillée et connaît bien le jeu de prédateurs. Dans tout leur jacassement de pis, l'opinion constate que la vérité est ailleurs et que les Lomamiens devraient garder leur calme et faire confiance aux libérateurs. D'ores et déjà, ces messages constituent simplement une campagne d'intoxication de la population qui se prépare avec sérénité à accorder sans condition un second mandat au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023, tout en lui accordant également une forte majorité parlementaire lui permettant de travailler sans blocage par l'élection de candidats de l'UDPS Tshisekedi et de l'Union sacrée de la nation, tant à la députation nationale qu'à la députation provinciale, et éradiquer définitivement le virus du FCC dont continuent à souffrir encore les ennemis du changement ici dénoncés. Prenons les sports avant de nous séparer. Préparatif du match Gabon-RDC du 18 juin prochain. L'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo et les déroulements de la 14e édition du championnat national de football féminin ont été au centre des échanges lundi 29 mai entre le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulot, et la délégation du comité de normalisation de la FECOFA. C'est un match décisif pour les fauves congolais qui pointent à la dernière place au classement provisoire du groupe I. Le ministère des Sports et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, travaillent en synergie pour permettre à la sélection congolaise de relever les défis. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon qui sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que
les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. S'agissant de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo Messieurs de football, le CONOR a sollicité de la part du patron des sports une dérogation, si bien que la saison sportive 2022-2023 touche déjà à sa fin. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR actuellement. C'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son Excellence. Comme l'année en fait se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son Excellence pour prolonger de quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Au sujet de la 14e édition du championnat national de football féminin, le président de l'instance fêtière du football national a dit se fier au rapport de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons donné mandat à la LINAF, la Ligue nationale de football féminin, pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous référons à ce que la LINAF nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit. La LINAF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebiffent pour une ou une autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Entre-temps, les équipes de Kinshasa et celles du Grand Kivu n'ont pas effectué leur déplacement de Lubumbashi pour différentes raisons, notamment celles liées à l'organisation et au manque de moyens financiers. Ce journal est terminé, on passe au rappel de titre. Arrestation de Salomon Kalonda, cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à l'aéroport de Djili. Que lui reproche-t-on? Où a-t-il été emmené? Vous l'avez suivi dans ce journal. Les forces armées de la RDC alertent sur l'installation d'un quartier général de l'armée rwandaise et du M23 dans des localités sous contrôle des troupes kenyanes de l'EAC. Vous avez également suivi cette mise au point dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.